Bienvenue dans le reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Elles ont plus de 35 ans et n'ont pas rencontré l'âme sœur. Doivent-elles pour autant renoncer à la maternité ? Bousculées par l'horloge biologique, de plus en plus de femmes décident de devenir maman en se passant du prince charmant. En France, les femmes célibataires n'ont pas le droit de concevoir en faisant appel à un don de sperme. Mais cette possibilité leur est offerte aux États-Unis, dans de nombreux pays d'Europe et en Israël. À Tel Aviv, rares sont les crèches à ne pas accueillir d'enfants conçus de cette façon. Le don est anonyme et la procédure relativement simple. Un géniteur sur catalogue, mais pas de père pour leur bébé. Comment ces femmes vivent-elles leur choix ? Et surtout, comment grandiront ces enfants ? Elles ont fait un bébé toutes seules. C'est un reportage de Marie-Françoise Lantieri pour i24 News. Je te pousse ? Je te pousse, chérie. Fort. Ça a commencé à l'âge de 41 ans, en fait. J'espérais avant réussir à trouver l'homme de ma vie. Yatar, viens, reste assis. Non, reste assis. Après, tu iras jouer avec tes amis. J'ai compris que le temps que ça allait me donner de trouver la personne que je désire prendrait plus de temps que de concevoir un enfant. Oui, t'es trop près. Tu es trop près. Comment était-ce possible que je fasse un tel choix, moi, Audrey, alors que j'ai eu la chance d'avoir un papa généreux, fabuleux, merveilleux. Et quelque part, ça a été vraiment la difficulté. Pour ce qui est de ma mère, je lui en avais parlé tout au début de l'idée. Elle l'a pris très difficilement. Et ensuite, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte depuis 2 mois, elle a été tellement heureuse. Mais on n'en a plus jamais parlé. Je ne voulais absolument pas entendre les remarques de peur, de pensée, de difficulté des autres. Eviatar est né il y a 5 ans d'un donneur d'origine yéménite. Audrey avait demandé à son amie Batia de l'aider à choisir le géniteur. Tu avais une liste de questions à poser. Je me demandais si je pouvais savoir si le donneur avait de jolis sourcils bien dessinés. C'était très important pour moi. C'est juste quelque chose de tellement abstrait que je pense que c'est mieux de choisir quelque chose d'opposé à toi, pas de similaire. Et voilà, il est là. Maman. La banque de sperme a aussi fourni à Audrey d'autres informations sur le donneur, notamment sa taille, son poids, la couleur de ses cheveux et de sa peau, sa formation. Déjà, faire un enfant dans des conditions apparemment courantes, c'est une prise de risque formidable. Alors là, le risque est vraiment dédoublé et avoir des éléments d'information supplémentaires, je pense que ça peut simplement participer d'une meilleure tranquillité de la maman, du milieu familial. À mon avis, c'est adéquat. Le docteur Guy Liban travaille à la banque de sperme Asuta à Tel Aviv. C'est elle qui sélectionne les donneurs de sperme et guide les femmes dans leur choix. J'utilise mon intuition. Je demande en général aux patientes ce qu'elles cherchent et comme je connais tous les donneurs israéliens, je peux les orienter vers celui qui leur correspond le mieux. Je peux donner le plus de détails possible, mais je dois respecter l'anonymat du donneur. La plupart des patientes préfèrent le type d'homme blond, aux yeux clairs, aux yeux bleus. Du coup, la banque israélienne Asuta ne se limite pas aux donneurs israéliens, elle propose également d'autres produits. On importe du sperme de l'étranger. Dans les banques étrangères, ils ont ce que l'on appelle des donneurs ouverts. À l'âge de 18 ans, les enfants peuvent alors contacter le donneur à travers la banque de sperme. Il est obligé de répondre aux enfants. De plus en plus de patientes choisissent ces donneurs ouverts.
Les banques étrangères proposent beaucoup d'autres détails sur ces donneurs non anonymes, photos d'enfants, profil émotionnel, lettres manuscrites sur les motivations. Les hommes qui acceptent ces conditions le font généralement pour des raisons altruistes. Ce n'est pas souvent le cas des donneurs israéliens, comme nous l'explique le docteur Majar. Nos donneurs, la plupart ont entre 20 et 27 ans. 90% sont étudiants. La plupart d'entre eux font ça parce qu'ils ont besoin d'argent. Pour $100, beaucoup de candidats et pas beaucoup de reçus. 40% sont recalés. Le sperme est évalué, nettoyé, on vérifie sa vitalité et l'absence de maladies génétiques ou virales. L'objectif, offrir un produit sain et de qualité aux patientes. Habituellement, la plupart des femmes célibataires qui viennent à notre banque de sperme sont de deux types. D'abord, il y a les lesbiennes. Elles viennent plutôt plus jeunes que les autres groupes et elles sont intéressées à avoir du sperme pour fonder une famille. De l'autre côté, il y a un deuxième groupe, ces femmes qui ne sont pas mariées et n'ont pas trouvé de partenaire pour construire une famille. Elles sont intéressées à partir de l'âge de 35 ans et plus, d'avoir la possibilité d'être mère. Et il y a aussi un petit groupe qui ont même plus que 45 ans. Elles sont célibataires et doivent utiliser un don d'ovules, ce qui veut dire prélever des ovules d'une autre femme, mais elles ont aussi besoin de dons de sperme. Et donc, elles utilisent un don de sperme et un don d'ovules. Mais à cet âge, il est souvent beaucoup plus difficile de tomber enceinte. Sigal a 45 ans, elle enchaîne les traitements depuis 6 ans. D'abord des inséminations, puis des fécondations in vitro, mais cela n'a pas suffi. Je serais même venue t'accueillir dehors. J'ai fait quelque chose d'autre, j'ai fait un don à l'étranger. Non, Discrètement, je suis partie à Kiev, en Ukraine. non. Je suis retournée en Ukraine et alors ils m'ont implanté 3 embryons. Mais ça n'a pas marché. Tu as encore des embryons? Oui, et aujourd'hui je suis après une implantation, depuis mardi. Super. Donc résultat dans une semaine? Oui, dans une semaine. Une semaine et demie. Donc dans 12 jours, on saura. Super. Israël n'autorise pas le don d'ovocytes. Comme Sigal, elles sont nombreuses à se rendre à l'étranger, très souvent en Ukraine, un des premiers fournisseurs d'ovules. Ce n'est qu'une des étapes du parcours de combattant de ces femmes en quête de maternité. Le processus n'est pas facile. C'est des montées, des descentes tout le temps. Particulièrement la période d'attente des 2 semaines, comme maintenant. C'est la période d'après moi la plus dure. C'est la période où tu te retrouves dans l'incertitude par rapport aux résultats. Mais le plus important, c'est de rester optimiste. J'essaye de faire des genres de simulations. Oui, maintenant je suis en train d'accoucher et le bébé est là avec moi. Combien de temps tu vas essayer? Tant que mon corps le pourra et tant que je serai capable de supporter tous les traitements et toutes les injections. Et il y a la question financière aussi, qui n'est pas facile. Car ces traitements coûtent cher. La sécurité sociale israélienne prend en charge les fécondations in vitro si la femme a moins de 45 ans. Ce n'est pas le cas de Sigal. Elle dépense près de 6 000 € à chaque transfert d'embryon. Aujourd'hui, dans mes priorités, c'est réussir et devenir mère, oui, plus que toute autre chose. Pour Audrey, les choses ont été beaucoup plus simples. Elle a fait 3 inséminations, puis une fécondation in vitro qui a marché du premier coup. Eviatar est né un peu en avance. On m'a dit, voilà, c'est ça. Du genre, voici votre nouvelle télé, vous pouvez la prendre. Je me suis mise à sangloter, mais dès que je l'ai vu, je savais que c'était lui. Je me suis dit, j'ai même pas eu le doute de l'erreur. De retour à la maison, pas toujours facile de parler de la conception de cet enfant. Disons, quand je suis rentrée avec mon petit à la maison,
maison et que les gens me voyant m'ont demandé qu'est-ce qu'il est mignon et alors le papa il est content, il est bien. Dès qu'on parle du mot papa, je réponds directement non, il n'y a pas de père. Comment est-ce que j'ai fait un enfant? Je dis que c'est par la banque du sperme. Et là maintenant c'est presque une grande rigolade. L'autre jour, on a rencontré un Yéménite et il m'a dit ah non, ça peut pas être moi. Je dis je sais que c'est pas toi parce que comme j'ai la taille, le poids, etc. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Quelles difficultés rencontrent ces enfants? Comment grandir sans papa et sans image paternelle? C'est important qu'ils ne soient pas dans une relation que de duo et évidemment pas de duel avec sa mère. Il y a toujours besoin au moins d'un troisième terme. Ça fait de l'espace, ça lui permet d'être lui et c'est important pour l'enfant de savoir que sa mère a d'autres intérêts et qu'il y a un autre et des autres par rapport à lui ou à elle. Voilà, on fait la photo de la famille, de tous les gens. Quelle serait notre photo de famille si on devait prendre une photo de nous? Qui serait sur la photo? Pas Maya. Oui, c'est vrai. Alors qui? Nous, dans notre photo à nous, si on veut faire une photo de nous, qui serait sur la photo de notre famille? Nous deux. Nous deux, c'est vrai. Et quelqu'un d'autre? Non. C'est vrai. Justement, oui. Il y aurait qui? Ah, le chat! Mais aussi Bobby. Aussi Bobby. Bobby, c'est sa grand-mère. Eviata Rouche. N'est-ce pas que tu sais que tu n'as pas de papa? Oui. Moi, j'aimerais beaucoup être papa. Tu veux être un jour un papa? Tu as toujours envie d'être papa. Combien tu veux avoir d'enfants? 100. 100. Ça doit être une caractéristique génétique. De l'autre côté. Audrey a dit très tôt à Eviatar qu'il n'avait pas de papa. Elle a eu plus de mal à lui expliquer comment il était venu sur Terre. Je lui ai dit que donc j'avais acheté une petite bouteille de sperme et qu'à l'hôpital, on aidait la maman à devenir enceinte. Bon, il a été étonné. Ah, ça, on achète. Alors même, il m'a demandé si ça valait ou pas. Donc voilà, alors, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Pour l'enfant, avoir un narratif auquel il peut se référer lui permet de se structurer, de se repérer, de pouvoir se raconter à lui-même ou aux autres, à ses amis, etc., etc. Dvori a 3 enfants, tous conçus avec le même donneur, un donneur américain non anonyme. La banque de sperme américaine lui a fourni de nombreuses informations sur lui, notamment un enregistrement de sa voix. J'ai décidé de passer par un donneur non anonyme parce que je pense que ce n'est pas très correct pour les enfants de ne pas savoir qui est leur père génétique. Ce n'est pas très important pour moi. Savoir quel genre d'homme il est. Juste comme ça, j'ai envie de rencontrer mon père. C'est pas vraiment leur père, c'est le donneur. Dès la naissance des enfants, Dvori s'est inscrite sur un site internet permettant de retrouver les autres enfants conçus à partir du même donneur. Au début, c'était 8 mères, je ne me souviens plus. Et puis une femme a fait des recherches et a vu que le même donneur s'était aussi inscrit dans une autre banque. En fait, 2 autres banques. On les a contactés et maintenant on connaît 40 demi-frères et sœurs. Je ne sais pas combien de familles, peut-être 25 ou 30. Il y a 4 ans, Dvori décide de partir avec ses enfants aux États-Unis pour faire connaissance avec leurs demi-frères et sœurs. La rencontre a lieu dans le New Jersey, un voyage mémorable qui a été filmé. C'était très sympa de les rencontrer, mais je ne sais pas si c'était important. Mon frère, je sais qu'il a voyagé en camp d'été en Amérique et qu'il les a rencontrés. Mais non, je n'ai pas de relation avec eux. Naama, j'ai grandi avec elle, c'est ma sœur.
Eux, je les sens plus comme des demi-frères parce que je ne les connais pas vraiment. Ce n'est pas comme des frères et sœurs, mais c'est la famille. Ils en parlent à leurs amis. Ils sont un peu comme des cousins. Le fait qu'ils savent que ces demi-frères et sœurs existent, ça fait quelque chose de plus complet pour eux. Je pense que c'est positif pour eux, pour leur identité. Aujourd'hui, les familles changent et des formes inédites de parentalité émergent. Comment grandiront les enfants nés de cette révolution? Venus au monde d'une manière différente, seront-ils des adultes, des parents différents? Une chose est sûre, ils devront inventer leur propre chemin. Voilà un reportage étonnant de Marie-Françoise Lantieri. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction d'I24 News. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce sujet sur notre page Facebook qui s'inscrit actuellement sur vos écrans. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Au revoir.